Et on est parti. Allez, let's go. Donc, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emmanuel. Bonjour Manu. Salut à tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir partager cette entrevue avec Manu. On s'est rencontrés à la Polyglot Gathering à Bratislava cette année. Manu, pour moi, ça a été une grande découverte. Une grande découverte. Déjà parce que vous allez voir, mais je pense qu'on va beaucoup rire. C'est quelqu'un qui a un super humour, quelqu'un qui est très drôle, puis surtout un passionné de langue. Donc, écoute, Manu, je te laisse te présenter, tu le feras mieux que moi. Donc, on Ouais, t'écoute. salut à tous. Oui, effectivement, comme dit Prulos, je peux avoir un super humour, mais je sais aussi quand me calmer, quand il faut être sérieux. Par exemple, aujourd'hui pour cette vidéo. Oui, voilà. Sinon, je suis polyglotte. Je parle en ce moment 10 langues, plus ou moins couramment, bien sûr pas toutes parfaitement. Je suis ingénieur en informatique de profession. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sinon? Voilà, et ben, bon, je vais te guider, t'inquiète pas. Donc, j'aimerais Ok. savoir, donc là, justement, tu nous dis que tu es ingénieur je trouve ça hyper Ouais. intéressant. Parce qu'il est ingénieur informatique, donc c'est-à-dire que c'est le côté plus scientifique, et de l'autre côté, tu as quand même le côté assez créatif, langue, etc. Je trouve Ouais. plus littéraire. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé, en fait, à apprendre des langues? Déjà, quelle a été la première langue que tu as apprise? Comment tu as Ok. démarré? Alors, très bien, revenons au début. Un peu comme tout le monde, en fait, j'ai démarré avec l'allemand et l'anglais Hmm. au collège. J'avais fait allemand en première langue, donc j'ai démarré en sixième et anglais en quatrième. Avant cette période-là, je n'ai parlé qu'une seule langue dans toute ma vie, qui est le français, bien sûr. Mhm. Donc voilà, je n'ai pas de background multilingue comme certaines personnes ont. Hmm. C'est-à-dire, il y a quand même pas mal de personnes de la communauté polyglotte qui sont bilingues ou voire même trilingues de naissance, mais ce n'est pas Oui. mon cas. Donc ce n'est pas non plus une précondition pour être bon en apprentissage des langues. Donc j'ai commencé à apprendre l'allemand et l'anglais au collège, Mhm. et je dois dire que bon, je fais quand même partie des chanceux, c'est-à-dire ceux qui dès le début aimaient les langues, aimaient Ouais. apprendre les langues. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aussi que oui, au collège, au lycée, j'avais pas des bons profs, tout ça. Bon, c'est vrai que moi j'ai quand même eu de la chance d'avoir des profs qui étaient pas trop mauvais, et j'ai tout de suite accroché. Donc Mhm. déjà, Ça, je c'est fais quand même bien, partie ouais. Mhm. avec des bonnes bases. Mais c'est pas non plus obligatoire. Il y a Mhm. beaucoup de polyglottes très talentueux qui disent, moi quand j'étais au collège, au lycée, je comprenais rien, ça m'intéressait pas, Ouais. etc. Voilà, c'est pas une condition. Mais bon, c'est vrai que ma vraie passion pour les langues a peut-être commencé un petit peu plus tard, Mhm. quand j'ai commencé à apprendre le japonais. Quand j'avais 15-16 ans, on va dire, donc voilà, Mhm. en pleine adolescence, j'ai eu l'idée folle de vouloir commencer à apprendre le japonais. En fait, c'était surtout parce que à cette époque-là, j'étais un grand fan de jeux vidéo, de Yes. manga, d'anime, tout ça. Voilà, comme beaucoup de Comme personnes beaucoup, ouais. Ouais, de ouais. mon âge à l'époque. Et, euh, j'ai un peu eu cette idée sur un coup de tête. Je me suis dit, écoute, j'aime la culture japonaise, pourquoi ne pas apprendre le japonais? Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi commun de vouloir apprendre les langues comme Mhm. ça Mhm. soi-même. Et j'ai eu beaucoup de réactions de mes copains, de ma famille qui m'ont dit le japonais, mais pourquoi? Mais Pourquoi ça cette t'apprend, langue? qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et, euh, et je me souviens, il y avait un de mes meilleurs potes aussi qui m'avait dit, oh mais ils écrivent avec des petits carrés là, on y comprend rien. Donc voilà, réactions de base. Basique, ouais. Mais bon, je l'ai quand même fait. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite commencé à... Donc à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui est YouTube, tout Ouais. ce qui est podcast. J'avais trouvé des petits sites web amateurs, donc c'était quoi? C'était en 2003, quelque chose comme ça. Mhm. 2003, j'avais trouvé des petits sites web amateurs qui expliquaient un peu qui donnaient des exemples de phrases en japonais, qui Ok. expliquaient un peu les kanji, les kanji, tout ça. Voilà, donc j'ai tout de suite accroché. Et pour mes 18 ans, j'ai eu la méthode assimile Ah oui. japonais. Voilà. Mais en fait, curieusement, la méthode assimile japonais, j'ai pas accroché tout de suite parce que Ok. assimile, c'est quand même une méthode qui se concentre beaucoup sur l'oral et donc sur le parler. Et pour le japonais, c'est quand même important de Ouais. maîtriser le système d'écriture et la grammaire d'abord. J'avoue que
ouais, si vous utilisez des livres un petit peu plus scolaires pour le japonais, du moins pour le début, c'est pas non plus une mauvaise idée. Ok, intéressant. Donc Euh, voilà. Mais Mais sinon, sinon, alors, ouais, jusqu'à 2012, je n'ai pas appris de nouvelles langues. Donc, au Ok. début, je voulais me concentrer sur ces 4 langues. Je me Donc disais, en fait, ah, tu as c'est eu déjà de pas mal, 2003 à voilà. 2012, tu as fait une dizaine d'années sans apprendre une langue en fait. Ouais, voilà. Ok. J'avais pas du tout cette vocation à devenir polyglotte au début. Et en fait, je voulais vraiment me concentrer sur ces 4 langues. Je me disais, ah, si je parle vraiment très bien ces 4 langues, Ouais. j'aurai un bon CV, je serai déjà très bon, etc. Et donc, bah, je suis parti en échange en Allemagne, en Angleterre et puis au Japon. Donc voilà, j'ai participé à un programme d'échange au Japon qui m'a permis de faire un cours de langue de 4 mois à Tokyo et un stage en entreprise de 8 mois à Kyoto. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'était un programme assez sélectif. Mais bon, il y a plusieurs façons de faire ça. Il n'y a pas que ce programme-là pour les gens qui veulent aller au Japon. Ouais, Faut pas ouais. fixer uniquement sur une possibilité. De toute façon, en plus, ça, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. C'est de plus en plus facile. J'ai Ouais, l'impression c'est de vrai, hein, trouver c'est des beaucoup plus échanges. ouvert. Il y a plein de Et que, personnes qui le proposent pour faire des échanges, puis dans de plus en plus de villes en plus, hein. ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que Tokyo ou Osaka. Enfin, voilà. Tout à fait. Et donc, oui, donc en fait, pendant mes programmes d'échange, je me suis, ouais, disons que j'ai rencontré plusieurs personnes qui viennent donc de pays différents. Donc pendant mon Erasmus en Allemagne et mon échange en Angleterre, j'ai vu il y avait beaucoup d'Italiens et d'Espagnols. Ok. Et donc quand j'écoutais un petit peu leur langue, je me disais, oh bah, ce sont des langues qui n'ont pas l'air trop difficiles à apprendre. Ouais. Et donc, voilà, en 2012, je me suis mis à l'italien et en 2013 à l'espagnol. Ok. Et quand j'étais au Japon, à l'école de langue, j'avais beaucoup d'amis coréens et sinophones, en particulier taïwanais. Et donc, quand ils me montraient un peu, par exemple, bah, les taïwanais qui utilisaient les mêmes kanji, j'étais assez intrigué. Je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Si j'apprends le japonais, ça m'aidera peut-être aussi pour apprendre le chinois. Et donc voilà, en 2014, je me suis lancé dans l'apprentissage du coréen et en 2015 dans l'apprentissage du chinois. Et voilà, donc donc au début, bien sûr, je parlais pas tout parfaitement. J'ai commencé donc l'italien et l'espagnol, j'ai commencé avec la méthode Assimil, qui cette fois-ci, contrairement au japonais, vu que ce sont des langues qui ont un système d'écriture similaire au français et une grammaire assez similaire aussi, donc ça m'a permis vraiment de progresser assez vite et je la recommanderais. Je recommande Assimil pour les langues qui sont, disons pour les langues européennes en tout cas, ou alors pour les langues qui sont similaires aux langues qu'on connaît déjà. D'accord, ok, ouais. Par exemple, ouais, donc l'italien, l'espagnol pour les francophones ou le portugais hollandais pour les germanophones ou le suédois, voilà. Ou alors, enfin voilà. Et une fois qu'on a appris une langue bien, on peut ensuite s'en servir comme plus ou moins comme base pour apprendre la langue suivante. Par exemple, si vous connaissez bien le japonais, je pense que la méthode d'assimile du coréen peut aussi fonctionner mieux que si vous apprenez le coréen dès le début. Mais bon, j'ai pas fait l'expérience moi-même, donc prenez pas non plus mes conseils à la lettre, essayez, regardez ce que ça donne pour vous. Et voilà. Donc oui, donc pour continuer. J'ai presque fini, donc voilà, 2015 j'ai commencé chinois. On est là pour ça. Voilà, et ouais, donc ensuite je me suis dit bon, je parle déjà 8 langues. Est-ce que je pourrais pas apprendre 2 langues comme ça en plus, comme ça arrive à 10, ça me fait un chiffre trop rond, et puis voilà, et puis bon, et puis ça impressionne les gens. Non, je rigole, c'était pas ma vocation primaire, je me suis dit. En fait, ouais, puis il y avait des j'ai regardé en fait une carte de l'Europe et je me suis dit ah bah je parle déjà presque toutes les langues d'Europe de l'Ouest, sauf qu'il y avait un petit trou au niveau de la Hollande et au niveau du Portugal. Donc voilà, je me suis dit en 2016 j'ai commencé à apprendre le hollandais et en 2017 le portugais. Yes. Et voilà. Donc depuis, bon, j'ai pas encore appris de nouvelles langues parce que là je veux vraiment me concentrer sur les langues que je connais déjà, en particulier sur le coréen et le chinois, le mandarin, parce que je les parle pas encore vraiment couramment. Je sens qu'il me manque encore un petit peu la confiance pour bien parler, mais ça va venir, ça va venir.
Mais ça progresse bien. Et c'est Ouais, assez drôle de, justement, c'est ce qu'on faisait, tu te souviens la dernière fois par message, mais du coup, on parle plus ou moins les mêmes langues avec Manu. ouais, Et c'est vrai que oh, c'est tellement drôle de voir quand on commence en français, après on a continué en portugais, en japonais, en coréen, et c'est tellement cool de pouvoir échanger comme ça. Moi, je kiffe, je kiffe. Donc, ouais. ça, c'est super. Et donc, là, donc, dans tous tes apprentissages, etc., euh, qu'est-ce que tu as rencontré un peu? Quelles ont été les choses qui, pour toi, ont semblé faciles? Quelles ont été les choses qui, pour toi, t'ont semblé Mhm. plus dures? Parce que, mine de rien, 10 langues, comme tu dis, ça Ouais, impressionne. Moi-même, quand j'en parle, les gens, ils sont là, 10 langues, mais moi-même, j'arrive pas à en apprendre une. Comment tu fais, ouais, mais etc. Voilà. alors, je pense que le conseil de base, en fait, que je donnerais, c'est vraiment la motivation. Ça Mm. sert à rien d'apprendre une langue si c'est juste pour apprendre une langue. Il faut vraiment Oui, avoir quelque chose derrière. je Donc, suis par d'accord. exemple, pour le japonais, bah, comme j'ai dit au départ, bon, c'était la culture pop, on va dire. Oui. Donc, voilà, tout ce qui était jeux vidéo, manga, animé. Donc, bon, maintenant, ça m'intéresse un petit peu moins depuis, mais je me suis Mhm. depuis beaucoup intéressé intéressé à la culture traditionnelle. Oui. Donc, ouais, tout ce qui est ouais, histoire, architecture, même Mhm. calligraphie, tout ça. Donc, bah, ça a un petit peu remplacé, enfin là, un peu remplacé Oui. l'autre au final. Mais c'est vraiment ça aussi qui m'a permis de garder cette motivation pour le japonais. Mhm. Et pareil, enfin, l'italien, l'espagnol, le portugais, le hollandais, c'est toutes des langues de pays qui m'intéressent, dans lesquelles j'ai beaucoup aimé voyager, ou alors je me suis dit bon, dans le cas de l'Italie, j'aime beaucoup la nourriture italienne, Mhm. ou alors dans le cas du Portugal, j'ai vraiment beaucoup aimé ce pays. Oui. Ouais, c'était Donc pas mal. tu y es en ce moment, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Puis bon, pour l'anglais en fait j'aime bien la, la culture britannique. J'ai un peu une relation, une love-hate relationship, comme on dit, Ouais, avec l'Angleterre, parce que j'aime beaucoup leur culture, leur tradition, tout ça, mais j'aime pas non plus trop leur enfin, la mentalité Brexit, on va dire. La ouais, je mentalité vois. Brexit, la mentalité, on veut pas utiliser le système métrique, voilà. Enfin bon, ce genre de choses Ouais. qui sont un petit peu bornées de temps en temps de mon point de vue. Et sinon, ouais, l'Allemagne, bah, en fait, j'habite en Allemagne en ce moment, donc Oui. c'est Mhm. vraiment, ouais, c'est un pays dans lequel je m'étais dit très tôt, donc après mon échange, là, j'aimerais vraiment habiter dans ce pays pendant longtemps. Et donc j'y ai habité ça fait 8 ans maintenant, Mhm. enfin 8 ans à Munich, plus un an à Karlsruhe, ça fait 9 ans en fait. Non, Et ok. donc je suis même devenu citoyen allemand au mois de Incroyable. mars. Incroyable. Félicitations. Voilà, merci. Donc maintenant j'ai 2 nationalités. Quel homme, quel homme comment on dit, multinational? Non, comment Ouais, tu dis je ça? me considère comme citoyen du monde, voilà. Voilà, citoyen du On monde. dit multinational, je crois, mais Ouais, enfin bon, je préfère le terme citoyen du monde parce que citoyen du monde. j'apprécie le fait de ne pas être lié simplement à un seul pays Ouais, et voilà et de pouvoir apprécier mon côté un petit peu multiculturel. le côté multiculturel, Voilà, super intéressant. J'aime beaucoup cette phrase-là, citoyenne du monde, j'aime ouais. beaucoup. Et je Et pense que, enfin, dis-moi. de ce que j'ai vu de toi, je pense aussi que tu te considères un petit peu comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis très comme toi. J'aime pas dire, par exemple, que uniquement je suis française. J'aime bien dire que je suis une enfant du monde, tu vois. Enfin, j'aime bien. Et ben Voilà, tu découvres partout, tu sais, tu te faufiles partout, tu apprends les cultures, etc. Moi, j'aime beaucoup ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie justement de démarrer une langue, mais qui pense, entre guillemets, tu sais, soit ne pas avoir le don des langues, ou trop alors, vieille, ou enfin, qui se trouve des excuses, quoi, soyons honnêtes. c'est une excellente question. Donc, le don des langues, honnêtement, c'est un mythe. Mhm. C'est pas le don qui est important, c'est vraiment voilà, c'est la motivation. En fait, ouais, le facteur clé numéro un, je dirais, c'est la Ouais. motivation. Facteur clé numéro deux, le vraiment se concentrer sur son apprentissage et Mhm. pas laisser tomber. Parce que mais en général, le facteur numéro un l'emporte sur le facteur numéro 2. C'est-à-dire que quand on a vraiment la motivation, Ouais. en général, intuitivement, on se concentre dessus. Mhm. Donc, déjà, je pense que c'est important d'identifier pourquoi on veut apprendre une Mhm. langue en particulier. Euh, c'est vrai que donc ouais, la culture d'un pays ou
même le fait d'avoir voyagé dans le pays et d'être un peu tombé amoureux entre guillemets du Ouais. pays, je pense que ça peut beaucoup aider. Ou alors le fait de se dire oh là j'aimerais bien vivre dans ce pays-là Mhm. ou quelque chose, je sais pas un sport ou un art en particulier qui appartient à la culture du pays Mhm. par lequel on est passionné. Ça peut voilà, il peut y avoir plusieurs facteurs comme ça. Euh, mais alors oui, ce qui est très important, faut pas partir perdant dès le début. C'est-à-dire, Oui. faut pas se dire oh cette langue-là c'est trop difficile. Parce que c'est vrai que même même les gens qui veulent donner un peu des bons conseils, tu vois, ils disent oh oui attention le chinois c'est difficile par exemple. Ouais. Je pense faut pas commencer par ça. Faut plus se dire que voilà la Chine ou le Japon ce sont des pays qui sont loin de chez nous, qui ont une culture totalement Mhm. différente, un système d'écriture totalement différent. Donc la façon dont ils vont écrire leur langue va être totalement différente. Mais ça Oui. va pas forcément dire que ça va être difficile. Alors forcément, ça va prendre un peu plus de temps pour apprendre cette langue que pour apprendre des langues européennes, Mhm. forcément. Mais vous allez y arriver si vous avez vraiment la motivation. Ouais, 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 ça je partage ton avis là-dessus. Voilà, C'est vrai que parfois en plus, tu sais, c'est les personnes qui apprennent pas de langue qui te disent ah mais j'ai c'est vrai. entendu dire que le Oui, voilà, chinois, c'est le ça. russe, c'était Exactement, difficile. ouais. Exactement. Ouais, Il y a mais des rumeurs comme ça qui ouais. circulent et voilà, tout à Ouais. fait, tout à Ok, fait. donc ce serait ça, très bien. Et après, donc ça c'est vrai que le pourquoi moi je le partage avec toi parce que je pense que ce qui nous fait tous démarrer, ça a été ça. C'est vrai que j'en parle aussi souvent. Ouais, Mais quand tu démarres et que tu sais pas trop pourquoi tu démarres, tu sais, tu te dis, oh bah, mes parents m'ont dit que je devais apprendre une langue pour réussir ou des choses comme ça. non, 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 C'est pas ce qui va te faire tenir sur le long tout à terme fait, finalement. Ouais, ouais. tout à fait. Et ouais, c'est vrai. Même si ça peut être aussi des motivations d'ordre économique entre Bien guillemets. sûr. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ah moi j'aimerais bien faire du business avec la Chine donc Mm, je mm. vais apprendre le chinois. Euh, mais bon c'est vrai que c'est même encore mieux si la motivation est d'ordre je dirais culturel Oui. parce que là ça va vraiment développer un intérêt quasi naturel pour cette langue quoi. Vous allez même Mhm. pas y penser, vous allez vous dire ah ouais ça c'est trop bien, ça c'est trop Ouais, bien, ça faut que j'apprenne ça et voilà ça va devenir un automatisme en fait. exactement. Et donc Comme en fait un ouais peu ce que tu as fait là, que tu nous parlais juste avant avec la culture, puis que ça ouais évolue aussi. Au début, tu peux tout à aimer fait justement un pays pour, bah, comme on disait, les animés, par exemple pour le Japon, etc. voilà Puis finalement, tu vas peut-être t'intéresser plus au temple, exactement à tout ce qui va autour en fait. Ouais, exactement bah ouais c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi avec le japonais c'est donc le facteur de démarrage pour apprendre la langue ça a plus été la culture pop et puis bon ouais. en apprenant la langue, j'ai appris aussi la culture du pays parce que oui, en général, ce sont des choses qui vont de pair. Hein. Donc, on ne peut pas apprendre la langue d'un pays sans apprendre sa culture, je C'est dirais. vrai, c'est Donc, tout à fait vrai. voilà, forcément, euh, ouais, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, ça a formé une sorte de synergie en fait. Mhm. Ça m'a encore plus motivé pour apprendre le japonais, etc. Ok. Et pareil avec le coréen et le chinois, quoi. La culture coréenne, la Mhm. culture chinoise, ça c'est vraiment quelque chose qui a développé encore plus ma volonté d'apprendre les langues. Ouais. Je sais même que cette passion a été très loin, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, Oui, alors, alors, très bien. Cette oui. façon a été assez. Alors oui, en fait, quand j'ai commencé à vraiment me mettre sérieusement à apprendre le coréen chinois, donc c'était, en fait, c'est en fin 2015. Donc j'étais entre deux jobs. J'ai mon contrat pour mon job s'était terminé en fin septembre 2015 Mhm. et je me suis dit au lieu de commencer un nouveau job tout de suite, je vais me faire un petit séjour sabbatique Mhm. et donc ce que j'ai fait, je suis parti 3 mois en Asie, un mois Mhm. au Japon, un mois en Corée, un mois à Taïwan Mhm. et donc bon au Japon c'était pas uniquement un but linguistique parce que j'ai beaucoup voyagé à travers le pays. C'était plus Mhm. objectif voyage, objectif Ouais, découverte du pays. Par contre, en Corée et à Taïwan, c'était vraiment objectif apprendre les langues. Donc d'accord, vraiment ok. me lancer, Mhm. me mettre à fond dedans. Donc j'ai passé 3 semaines dans une école de langue à Séoul et trois Mhm. semaines dans une école de langue à À Taipei Taïwan. pour Ok, apprendre le coréen et le chinois. excellent.
Et en sortant de ce séjour-là, enfin, même pendant ce séjour-là, j'ai remarqué que les systèmes d'écriture, donc du japonais, du coréen et du chinois, avaient été un peu modifiés au cours de l'histoire moderne, c'est-à-dire au cours des, enfin juste après, de la période qui commence après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, le truc, c'est qu'avant, toutes ces langues-là utilisaient les caractères chinois traditionnels, donc ceux qui sont utilisés encore à Taïwan et Hong Kong. Et en fait, ils ont été simplifiés, donc non seulement en chinois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le phénomène. Donc déjà, peut-être pour introduire, c'est pas mal de parler de ça. Donc en fait, en chinois, il y a deux systèmes d'écriture qui sont utilisés en parallèle. Donc les caractères chinois simplifiés et les caractères chinois traditionnels. Donc les caractères chinois simplifiés sont utilisés en Chine continentale parce qu'en fait, c'était une réforme qui a été faite par le Parti communiste chinois pour, à l'époque, le prétexte, c'était pour augmenter le taux d'illettrisme du pays. Mais bon, en fait, au final, on s'est aperçu avec les statistiques que ça n'a eu aucune influence puisque à Taïwan et à Hong Kong, où ils ont gardé les caractères chinois traditionnels, ils ont le même taux d'alphabétisation qu'en Chine continentale. Mais bon, à l'époque, c'était ce qu'on pensait. Et donc voilà. Et à Taïwan et Hong Kong, il n'y a pas eu toutes ces réformes-là. Donc, ils ont gardé les caractères chinois traditionnels, voilà, qui sont les formes historiques. Et d'une manière un peu similaire au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont simplifié les caractères, un petit peu moins qu'en Chine. Ils sont allés un peu moins fort parce que les Chinois communistes, ils y sont quand même bien forts. Et voilà, il y a des fois tu reconnais plus du tout le caractère d'origine. Alors que bon, avec les kanji japonais, en général, on arrive quand même plus ou moins à reconnaître le caractère d'origine traditionnelle. Et en Corée, ils ont fait quelque chose d'assez similaire. Donc, ils ont complètement supprimé les caractères chinois du système d'écriture parce que en coréen, tout comme en japonais d'ailleurs, il y a une très grande proportion du vocabulaire qui provient du chinois. Et ce vocabulaire-là s'écrivait à l'origine en caractère chinois, qui s'appelle les hanja en coréen. Et donc, le gouvernement coréen a supprimé tous les hanja du système d'écriture et a dit maintenant, nous, on n'est pas chinois, on est coréen. C'est un peu du nationalisme aussi. Donc, voilà, on écrit tout en hangul. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à faire pas mal de recherches. Et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à écrire sur ce thème-là. J'ai fait de plus en plus de recherches jusqu'à aboutir à la publication d'un livre. Voilà. C'est un livre que j'ai publié moi-même. Donc alors, attends, on va montrer le titre. Donc ça s'appelle, c'est en anglais, c'est Traditional Chinese Characters, a Translingual Writing System. Donc en fait, c'est pour vraiment faire prendre conscience aux gens quelle est l'importance des caractères chinois traditionnels dans l'écriture de ces trois langues et même du vietnamien en plus, parce que le vietnamien aussi a été le système d'écriture du vietnamien a beaucoup été réformé. Donc voilà, en fait sur la couverture on peut voir un peu ce qui illustre mes propos. Donc c'est-à-dire ça, ce sont deux caractères chinois qui peuvent se lire à la fois donc en chinois, en japonais et en coréen. Donc c'est-à-dire on peut écrire ce mot dans ces trois langues différentes et le prononcer de trois manières différentes, mais la manière de l'écrire va être la même. Donc c'est vraiment une propriété très importante des caractères chinois, des sinogrammes, comme on dit. Je trouve ça tellement intéressant d'en être venu quand même jusqu'à publier un livre. Moi, c'est un truc, ça m'inspire tellement. À quel moment vraiment tu t'es dit, putain, et si j'écrivais quand même mon livre, tu vois, tu t'es dit, parce que c'est pas rien après, comme tu dis, faut publier, etc. Enfin, faut faire la démarche, les recherches. Ça m'a pris 3-4 ans quand même. C'est pas quelque chose que j'ai fait hop là comme ça en 3 mois. Non, ça prend beaucoup de recherches, beaucoup de retravail, j'ai écrit le livre, je l'ai fait même relire par un système de relecture professionnelle parce que je l'ai écrit en anglais et l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Et donc, en fait, ça a pris quand même du temps, mais c'était un projet qui me tenait à cœur parce que quand j'ai vraiment découvert ce phénomène de translingualisme, disons, je sais pas si ça se dit, on va dire que oui. Voilà, ce système du fait qu'il y ait un système d'écriture unique qui peut se lire dans plusieurs langues différentes.
Ça m'a vraiment fait prendre conscience du problème et j'ai essayé justement de trouver un peu des livres sur le sujet et j'ai pas trouvé de livres qui parlaient vraiment de ça. Alors, il y a plusieurs livres qui ont été écrits Mhm. par des sinologues ou des Ouais. japanologues sur les caractères chinois et un peu leur histoire, comment ils ont été importés au Japon, en Corée, Mhm. tout ça, etc. Mais il n'y a pas vraiment de critique, disons, de critique intellectuelle sur Mhm. les différentes réformes qui ont été faites. Au contraire, j'ai même trouvé pas mal de livres de sinologues et japanologues occidentaux Ok. qui critiquaient un peu les caractères chinois sans vraiment en disant qu'ils n'étaient pas adaptés pour écrire ces langues, qu'il fallait utiliser un système phonétique, ce que j'ai trouvé très prétentieux et Ouais. très eurocentriste, disons, parce que enfin, je pense que c'est des gens qui n'ont pas vraiment pris conscience de la ouais de l'avantage de ce système-là. Mm. Enfin, bon, ce sont peut-être pas non plus ce sont peut-être des langues des gens qui étudient ces langues d'une manière assez académique Oui, et oui. qui ne les ont pas forcément apprises. Donc peut-être qu'il leur manque aussi cette expérience d'apprentissage que moi j'ai eu. Ouais. Et justement, là, tu viens sur un point hyper important sur l'apprentissage académique. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, parce que bon, ben, on apprend des langues à la base à l'école, hein, on commence tous comme ça. Qu'est-ce que tu dirais, quels sont les points forts et les points faibles de la méthode d'apprentissage un peu académique? Euh, c'est une bonne question. Alors les points forts, je dirais, c'est quand même que ça donne des bonnes bases au niveau de la grammaire, des constructions des phrases, tout ça. C'est quand même Ouais. un point qui est assez important. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui apprennent les langues qui ont tendance à le négliger un petit peu et qui au final parlent bien plutôt couramment, mais qui font quand même pas mal de fautes de grammaire, Ouais. même des trucs un peu simples, parce que bon, ils ont plus un peu appris de manière active sur le terrain sans trop s'attarder à la grammaire. Et je t'avoue Mhm. que je suis un petit peu plus conservateur peut-être sur ce Ok, point-là. ouais. Je préfère vraiment avoir une bonne maîtrise de la grammaire avant de me lancer vraiment dans un apprentissage Ok. actif et de parler vraiment. Même si j'essaye aussi de commencer à parler dès le début. Mhm. Mais je me lance pas dans des phrases compliquées comme ça sans avoir connu la grammaire, enfin, sans avoir appris la grammaire et sans l'avoir bien maîtrisée. Ok. Donc voilà, je dirais que ça, ce sont les points forts. Euh, les points faibles, c'est que, alors, ça dépend vraiment du professeur. Mhm. Parce qu'il y a des professeurs je me souviens quand j'étais au collège, j'avais un très bon professeur d'allemand Mhm. et il nous incitait vraiment à participer en classe et à faire des phrases nous-mêmes, à parler. Et donc la classe était très interactive. Mais j'ai eu aussi, alors dès que je suis passé au lycée, ma prof de seconde n'était pas très bonne. Elle Ok. était justement trop académique. Et j'avais beaucoup perdu en fait en pratique à ce moment-là parce que j'avais plus du tout aucune occasion de parler quoi. Ok. Et Mhm. donc ça pour moi ce serait le gros point faible, c'est vraiment se concentrer trop sur la grammaire, la théorie et pas faire parler assez les élèves. Ok. Donc ça, finalement, ça a été aussi, toi, les premières difficultés que tu as rencontrées. Le fait Ouais, de te confronter aussi à des professeurs qui étaient peut-être pas, comme tu dis, hein, qui étaient peut-être plus sur l'enseignement ouais, académique que sur vraiment l'apprentissage d'une langue. Quelles sont tout à les fait. autres difficultés que tu as pu rencontrer lors de tes différents apprentissages, en fait? Euh, une difficulté au début peut-être, c'est alors quand on apprend une langue qui est un petit peu exotique, en tout cas Mhm. du point de vue d'un Européen, c'est-à-dire les langues asiatiques, en particulier le coréen. Le chinois, le japonais, ça va. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que c'est difficile de trouver des gens avec qui pratiquer. Mhm. Ouais. Euh, le chinois, le japonais, ça va un peu mieux parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'apprennent, mais le coréen en particulier, au début, j'ai mis vraiment du temps à me lancer vraiment dedans parce que j'avais vraiment personne avec qui le pratiquer, quoi. Donc, Mhm. voilà. Ok, donc ça a été le manque d'échange, en fait. Ouais, Ouais, ok. Finalement, on revient au point que échanger et parler avec les personnes, c'est hyper important pour oui, apprendre tout une à fait. langue. Ouais. Ce que je recommande, en fait, c'est de faire les deux, c'est-à-dire
n'hésitez pas à la fois à vous plonger dans un livre de grammaire ou dans un livre un petit peu théorique. Même un bouquin comme La méthode Assimile, en fait, même si ça concentre beaucoup, enfin, c'est un bouquin qui permet de se concentrer beaucoup sur l'oral, il y a quand même des explications de grammaire qui sont assez détaillées Ok. et que je recommande quand même. Il y a toujours un index grammatical, par exemple, pour vraiment avoir des détails sur un peu plus approfondis sur la langue, etc. Et je pense que c'est bien de faire les deux, à la fois se plonger dans un livre et de pratiquer. Et conseil en général aussi, c'est d'essayer d'écouter un maximum de matériel audio, Ouais. ce qui permet vraiment de s'habituer à l'écoute de la langue, à l'intonation, à la prononciation, tout ça, ce qui est vraiment très important. Ok. Et n'hésitez pas à vous rendre ridicule en essayant de mimer, par exemple, ou de répéter un peu en utilisant le même accent ce que vous entendez dans le matériel audio. Ouais. Même si vous le faites tout seul chez vous devant un miroir, vous inquiétez pas, de toute façon personne ne pourra vous écouter, mais n'hésitez pas justement à vous, à vous lancer à fond dedans en fait. Ça, je pense peut-être c'est un petit peu mon côté humoristique aussi qui joue un peu là-dessus. C'est que des fois j'aime bien essayer de répéter en exagérant un peu l'accent, tu vois, des gens. Et je pense que c'est aussi un bon mécanisme qui permet d'apprendre une langue. Ouais, ça, je partage tellement avec toi parce que ces derniers temps, tu sais, je regardais pas mal de dramas coréens. Et quand j'entends un mot, tu sais, que je connais pas, je le répète, je fais ah, dong dong, dong dong. Donc, c'est comme ça, tu sais, je réponds. Ou alors, dong dong, dong dong, dong dong, tu sais, je suis là, je me dis ok, ok. Et je trouve que ça aide vachement, en fait, pour pouvoir se souvenir. Et même les polyglottes, en fait, on fonctionne comme ça. Hein. Il ne faut pas croire que c'est un truc qu'on vous dit, mais qu'encore une fois, ça sort du ciel, etc. Et que nous, en une fois, c'est bon. Non, pas du tout. C'est que ça vient encore avec la répétition, etc. Ouais. Quoi. Un conseil général aussi, maintenant qu'on parle de polyglotte. Donc, c'est vrai que, bon, pour les gens qui parlent, qui sont pas polyglottes eux-mêmes, la première fois qu'ils voient un polyglotte, ils ont vraiment l'impression de rencontrer un extraterrestre. Oui, c'est vrai. Mais alors, ce que vous remarquez peut-être pas au premier abord, c'est que nous aussi, un jour, on a été comme vous. Ouais, c'est vrai. Parler qu'une seule langue, ou une ou deux, trois, pas très bien. Mais on a quand même fait tout le travail aussi. Donc, il y a beaucoup de travail qui est associé avec ça. Mais c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, si vraiment si vous avez la motivation, vous avez la possibilité de fournir tout le travail qu'il y a derrière et donc de devenir aussi polyglotte vous-même. Il n'y a pas besoin de dons, il n'y a pas besoin d'être surhumain ou ce genre de choses-là. N'oubliez pas que les langues, c'est pas non plus comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire, les sports de haut niveau, bon, faut vraiment quand même avoir des capacités physiques, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Alors que les langues, le chinois, il y a plus d'1 milliard de personnes qui parlent le chinois. L'anglais, ça doit être à peu près pareil. Donc, même si ces gens ont appris ces langues en tant que langue maternelle, ils ont le même cerveau que vous, les mêmes capacités. Donc voilà, si 1 milliard de personnes peuvent parler cette langue, ça veut dire que vous aussi, vous êtes en mesure de l'apprendre. Ouais, de l'apprendre. C'est vraiment hyper intéressant. C'est très beau ce que tu dis, Manu. Merci. Très philosophique. Et alors, petite question qui m'est venue à l'esprit, mais ça donne quoi la vie d'un polyglotte? C'est comme la vie de tout le monde. Je pense pas que c'est une vie particulièrement spéciale. Alors, peut-être un truc qui est assez avantageux, c'est que quand vous entendez des gens parler dans la rue dans une langue étrangère, elle n'est pas forcément étrangère parce que vous comprenez ce qu'ils disent. Et tu fais genre, tu comprends pas, tu sais, t'es là, t'écoutes, et tu fais genre. Ouais, des fois. Alors, ça m'est presque jamais arrivé que des gens parlent de moi, mais je sais plus, une fois, oui, j'avais une grosse valise et je l'avais mise sur le siège à côté de moi. Il y avait des Japonais derrière moi qui disaient oh, c'est pas bien quand même. Il utilise un siège pour sa valise. Donc, je me suis retourné, je les ai regardés, mais bon, j'ai rien dit. Mais après, ils n'ont plus rien dit. Méfiez-vous
de l'eau qui dort, méfiez-vous. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment cool. Et là, donc, pour la suite, Manu, déjà, moi, Ouais. j'avais une question à te poser là. Ouais. Déjà, par rapport au livre, est-ce que tu comptes en faire un aussi sur les langues latines? Tu sais, puisque là, tu disais que tu apprenais aussi l'italien, l'espagnol, Ouais. français, portugais. Alors non, j'ai pas du tout ce plan-là Mhm, parce qu'en fait sur les langues latines, c'est vraiment le système d'écriture est identique, donc tout ce qui est mhm, similitude en fait entre ces langues, elles sautent vraiment plus ou moins aux yeux, c'est-à-dire mhm. je sais pas obligation, 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 Ouais, voilà, c'est un peu partout obligazione, pareil. voilà, Oui, oui. voilà. Donc il y a juste la fin du mot qui change, mais sinon la racine du mot reste la même. Donc même si il y a quand même beaucoup de faux amis, il faut se méfier. Oui, Euh, Par exemple, embarazado qui veut dire être enceinte, enfin embarazada justement, ouais. qui ne se met uniquement qu'au féminin. Voilà, donc ça ne veut pas dire être embarrassé, ça veut dire être enceinte. Oui. Mais ça, en fait, ce sont des choses qui sautent plutôt aux yeux. Alors que justement, le problème du chinois, du japonais, du coréen, c'est que Mhm. ce sont des similitudes qui ne sautent pas aux yeux, justement à Ok, cause oui, de c'est ces vrai. réformes orthographiques. Et donc, c'est Mhm, vraiment là-dessus sur ce fait-là, enfin, sur ce phénomène-là que je me suis concentré sur mon bouquin. Et en complément avec le bouquin aussi, j'ai mhm. aussi créé un dictionnaire. Mais, ah oui, c'est vrai! Oui, n'oublions pas Ah de parler du oui, c'est dictionnaire, vrai, parlez du dico! qui s'appelle CJKV Dict. Donc, vous pouvez le retrouver sur cjkv-dict.com. Et donc, c'est un dictionnaire qui permet de chercher les mots chinois, japonais, coréens et vietnamiens qui s'écrivent avec les mêmes caractères chinois. Enfin, en tout cas, qui s'écrivaient avec les mêmes caractères chinois, Mhm, mais qui s'écrivent peut-être plus ou plus exactement de la même manière à ok. cause des différentes réformes orthographiques qui ont été faites voilà, en Asie de l'Est. Donc, si vous apprenez plusieurs langues asiatiques, donc le chinois et le japonais en même temps, par exemple, c'est vraiment un outil qui vous servira. Et Ok. j'ai créé cet outil justement parce que j'en avais vraiment besoin. Et en fait, c'est de là où est venue ma motivation vraiment pour écrire le livre, pour faire ce Ouais. dictionnaire, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas et dont j'avais besoin. Ok. C'est Ah, un peu c'est aussi le bien. principe aussi des startups, des gens qui ont des idées de génie Ouais, comme c'est ça et ça, qui font hein. des millions. Bon, alors moi, le truc, c'est que c'est un outil qui est super utile, mais pour un nombre très, très, très petit de personnes. Donc, forcément, je ne pense pas faire fortune avec ça, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment voilà, de créer cet outil-là et c'était Ouais. aussi un challenge technique parce que j'ai beaucoup appris sur un domaine très intéressant de l'informatique Mhm. qui s'appelle, alors ça s'appelle CJKV Information Processing. Donc c'est-à-dire voilà le traitement de l'information. C'est trop stylé. CJKV, donc CJKV en fait c'est un anagramme qui est souvent utilisé pour ça veut dire Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese. Donc, voilà, chinois, japonais, coréen, vietnamien pour Excellent. les langues asiatiques. Et donc j'ai acheté un gros bouquin de je sais plus 900 pages sur le sujet écrit par un expert et ça m'a permis aussi de plus en apprendre là-dessus et d'avoir les capacités techniques Ouais. suffisantes pour créer le dictionnaire. C'est Voilà. trop bien ça quand tu mêles, tu sais, tu mêles ton boulot et tes passions Ouais, et enfin ouais, c'est un truc de j'ai eu fou, beaucoup c'est de trop chance, bien. ouais, Ouais. tout à fait. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça parce que je sais que c'est pas à la portée de tout le monde et je sais que bah, le fait d'être un ingénieur en informatique, ça m'a Mm. permis d'avoir en tout cas les compétences de base nécessaires à la création de ce projet. J'aurais peut-être pas eu la motivation si Ouais. j'avais pas été ingénieur comme ça. Je me serais dit bon, c'est un peu trop difficile, voilà. Mm, mm, mm. Mais j'avais la motivation, j'avais les capacités et j'ai trouvé le temps, tant bien le soir après le boulot ou le Voilà. week-end Et pour me oui, mettre parce que dessus. le temps, ça se Et trouve, voilà. les amis, hein, tous ceux qui nous disent on n'a pas le Ouais, temps non plus d'apprendre une langue, ouais. c'est faux, le Alors, temps se je trouve. sais qu'il y en a qui ont des impératifs familiaux, voilà, qui ont une femme, des enfants. Mm, Je suis encore, voilà, célibataire, j'habite tout seul, mm. donc c'est vrai que ça aide quand même à avoir un petit peu plus de temps. Mais de toute façon, ça se trouve, le temps, ça se trouve, et c'est le plus important pour moi, c'est surtout la motivation. Ouais, Avoir vraiment envie de faire quelque chose après, trouver le temps pour le faire, ça vient tout c'est seul en secondaire. fait. Parce que tu Tout as à fait, envie, tout à fait. donc ça vient tout seul. Ouais, Exactement. ok, excellent. Ouais.
Super. Et donc là, quels sont tes prochains projets? Peut-être des langues que tu as envie Euh, d'apprendre ou... alors, mes prochains projets, oui, j'ai un gros projet qui va se concrétiser Mhm. d'ici l'année prochaine parce que donc j'ai décidé de prendre une décision importante, donc de quitter mon travail à la fin de l'année et de voyager pendant un an, de faire une année sabbatique, de partir 6 mois à Taïwan et 6 mois en Ok. Corée pour vraiment me concentrer sur l'apprentissage du chinois et du coréen. Trop bien. Oh là là, ça va être trop Et de bien. voyager un petit peu, donc de découvrir un peu ces deux endroits. Ok. Et ensuite, ce que j'aimerais bien faire à partir de 2021, c'est déménager au Japon, trouver un job là-bas et m'installer Yes. un petit peu de manière permanente là-bas Permanente là-bas. Avoir la voilà, triple nationalité. parce que les Japonais ne l'autorisent pas malheureusement. Ah oui, Tu c'est peux vrai, c'est avoir vrai. que le passeport japonais si tu deviens japonais. Et de toute façon, les Allemands aussi ont un système assez restrictif de double voire triple nationalité. Tu n'as le droit d'avoir une nationalité étrangère que si tu viens d'un pays de l'Union européenne. D'accord, ok. Ou alors que si Ouais. ton pays d'origine ne t'autorise pas à t'en débarrasser. Par exemple, je crois que en Iran ou un truc comme ça, enfin les Iraniens, les Syriens, Mhm. tout ça, ils peuvent pas s'en débarrasser parce que pour eux c'est tout simplement pas possible. Ok. Mais voilà. Donc de toute façon, ouais, même si je deviens, je sais pas, australien ou américain, je serai obligé de laisser tomber ma De laisser nationalité. tomber, au revoir. Voilà. Bon, j'ai quand même fait tout le travail pour l'obtenir, donc je ne souhaiterais pas gâcher ça. Non, mais ce qui C'est est, ce sûr. qui est possible, en fait, Excellent. ce qui est devenu un peu plus facile au Japon ces dernières années, Ouais. c'est pour les gens qui ont déjà, qui ont un diplôme, un petit peu Mhm. d'expérience professionnelle dans un domaine, surtout dans les domaines technologiques ou scientifiques de Ouais. pointe, c'est d'obtenir un visa de travail beaucoup plus facilement, Ok. qui dure 5 ans et qui permet aussi de demander la résidence permanente, Ok. donc un permis de résidence permanente au bout Mhm. d'un an, je crois. Au bout d'un an. D'accord. Donc, Ça, c'est rapide. je me suis dit, voilà, c'est autorisé en ce moment par le gouvernement. Mhm. Peut-être que ça va pas non plus durer éternellement. Ouais. Donc, voilà, je vais Profitons-en, essayer ouais. de, de tenter le coup, quoi. Donc, de tenter ma chance et on va voir ce que ça donne. Bah, Manu, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est vraiment Merci. beaucoup de réussite là, les beaux projets et tout. J'ai trop hâte de voir. J'ai trop hâte de voir là, ce que ça va donner pour Taïwan, Yes, puis pour la Corée, tout ça. Et exactement. non, franchement, beaucoup de réussite pour la suite. Merci, C'est merci. vraiment. Donc voilà. Alors, bah, nous, on va bientôt se quitter. Est-ce que tu as quelque chose peut-être que tu as envie de rajouter, un dernier conseil que tu veux Euh, donner à l'audience qui veut apprendre des langues, un dernier truc? euh, Ouais, faut vraiment, ouais, peut-être répéter un peu le concept de base. Faut vraiment, donc c'est la motivation. Mhm, Apprenez une langue parce que ça vous fait plaisir ou parce que vous voulez vraiment l'apprendre. mhm, N'apprenez pas parce que vos parents vous disent de l'apprendre ou mhm, parce que vous pensez que ça peut être, ouais, comment dire, non, parce que vous pensez, ouais, si votre chef par exemple vous dit je vais t'envoyer dans ce pays-là, il faut que tu apprennes cette langue-là. mhm. Bon, après c'est vrai que la motivation peut venir plus tard une fois qu'on s'installe dans le Ouais, ouais, pays et qu'on ouais. commence à s'intéresser à la culture. Donc, Mhm. mais bon, voilà, vraiment apprenez une langue pour vous faire plaisir à vous-même et Ouais, pas pour faire plaisir aux autres. Voilà, ok. si je devrais résumer tout ça en une phrase, ce serait ça. Ce serait ça. Et bah, excellent. Ouais, Merci Manu, du coup, pour cette entrevue. ouais, merci à toi, Ça me fait très Prudence. plaisir. Voilà. Et puis, une dernière chose, bah, où est-ce qu'on peut te Ouais. retrouver au passage? Alors ouais, donc vous pouvez me retrouver donc sur mon site web comme de mon dictionnaire, donc c'est CJKVDict, donc Mhm. On mettra en l'adresse est commentaire, hein. CJKV, voilà, trait d'union DICT.com. Je suis aussi, donc j'ai une page Facebook et Twitter sur laquelle je poste des mots justement qui, Mhm. qui, qui s'écrivent de la même manière dans ces 4 langues asiatiques. Ok. Donc si vous êtes intéressé par plusieurs langues de ce continent-là, Mhm. n'hésitez pas à devenir, à me suivre ou à devenir fan de la page Facebook. Mhm. Et, ouais, on mettra peut-être tous les liens dans la description, ou sinon tout est disponible sur les sites web. Voilà. Ok, et bah Très bien. super. Alors, bah, ouais, on mettra tout ça en description et comme ça, bah, n'hésitez Yes. pas. Franchement, si vous êtes fan, allez suivre, allez commenter, allez faire tout. Vous savez la manœuvre à suivre de toute façon. Donc, voilà.
Super. Donc, merci beaucoup, Manu. Merci à toi, Ça me fait trop Prudence. plaisir de t'avoir en entrevue. Ça, c'est cool. Merci. Ouais. Et dans ce cas-là, ciao. Puis, nous, on se dit ciao. Exactement. Ouais, Ciao, ciao. ciao.